Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble avec vous pour parler de la bourse d'investissement, de la finance et de tout ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. Et il y a des choses qui se passent en ce moment. Nous vivons un véritable crack boursier, en tout cas une baisse très importante. Je pense que vous êtes au courant si vous êtes exposé au marché. On va essayer de décortiquer tout ça, comprendre quelles sont les origines de cette forte baisse, quelles sont les conséquences potentielles, parce qu'il y a eu vraiment des nouvelles très importantes macroéconomiques que nous allons devoir analyser aujourd'hui. Et je vais vous donner mon opinion, je vais également vous donner une mise à jour par rapport à ma stratégie personnelle. Donc vous savez que je suis très ouvert par rapport à ce que je fais en bourse et je serai encore plus ouvert prochainement avec le lancement de présentation de mes positions sur le site mindcash.fr dont je vous invite à rejoindre. Et peut-être ça va vous intéresser dès maintenant parce qu'il y a mon blog, je publie tous les jours en post sur la situation actuelle sur des marchés et le synthèse de la presse économique que je trouve la plus importante. Voilà, donc ça c'est un petit discours de début de la vidéo que je fais à chaque fois, donc n'oubliez pas de vous inscrire et les likes pour moi c'est méga important, cette chaîne reste gratuite et pour me remercier au travail que je fais. Pour vous, ça coûte rien. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne Mind Cash. Juste au début de cette vidéo, il y a une cigale qui s'est installée juste derrière moi. J'espère que ça va apporter du bonheur. On en a besoin en ce moment parce que c'est vrai qu'il y a des véritables cracks qui se passent actuellement sur les marchés financiers, notamment sur certaines classes d'actifs, les actifs les plus risqués. Donc, je vais essayer, ça va être assez compliqué de ne pas me répéter parce que les choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des choses dont je parlais déjà depuis un certain temps. Donc, si vous êtes avec moi depuis longtemps, je pense que vous allez voir de quoi je veux parler. Donc, il y a certains risques qui se réalisent malheureusement. J'étais pas tout à fait prêt, pour être honnête, que ça va se réaliser maintenant, mais apparemment, nous vivons quelque chose, un changement quand même tectonique dans le comportement des banques centrales avant tout, ce qui est le plus important. Et comme je disais toujours, que c'est les banques centrales, c'est le driver principal des actions en bourse, de la situation boursière. En fait, c'est les banques centrales qui nous ont permis de vivre dans ce petit monde bisounours pendant 10 ans. Le monde financier qui était complètement décorrélé par rapport au monde fondamental économique. Parce que les fondamentaux depuis la crise de subprime n'ont jamais été vraiment bons. Donc on vivait toujours un petit peu dans la croissance molle, on vivait toujours dans les pays, et pas que les pays très endettés. Et finalement maintenant c'est le temps de payer les factures. Et là on se prend dans la gueule tout un tas de crises potentielles. Et donc vous savez, les malheurs malheureusement ça arrive toujours en paquet. Donc là, effectivement, cette année, nous avons tout. Nous avons la guerre en Ukraine, nous avons les pénuries, nous avons l'inflation, nous avons quasiment tous les risques dont on se faisait peur pendant ces années-là. Et effectivement, il y a des répercussions sur les marchés financiers. Mais on va prendre tous ces sujets en ordre. Le plus important, clairement, cette semaine, c'était la Réserve fédérale. Donc la réunion de la Réserve fédérale qui a apporté une surprise. Vous savez, ça fait quand même un petit moment que je suis en bourse. Je ne me souviens pas beaucoup d'années où, en avance, je ne savais pas quelle sera la hausse ou la baisse des taux avant une réunion de la Réserve fédérale. Généralement, les marchés anticipent largement, donc dans la presse, il y a des fuites. Bon, on sait, par exemple, quelques jours avant la réunion, on sait qu'ils vont monter ou soit garder le statu quo, ce qui était dans la plupart des cas les dernières années, donc parce qu'on est baissé à zéro et donc resté, sauf 2018, on est resté plus ou moins proche de zéro pendant des longues années. Donc en gros, ça n'a jamais été une surprise. Donc on s'est habitué, grosso modo, qu'on sait que voilà, le jour de la Fed, soit elle va rien faire, soit elle va monter tant, soit elle va baisser tant. Donc c'était quand même plus ou moins le consensus des marchés qui nous disait de manière quasi certaine ce qui va se passer. Et là, c'était une exception. Cette semaine, tout le monde savait déjà en avance qu'il y aura une hausse au moins des 0,5%, soit on dit 50 points de base, et c'est avec cette anticipation que les marchés ont vécu ces dernières semaines. Donc du coup, la baisse a eu lieu, on est passé en dessous de 4000, après on a rebondi au-dessus de 4000 sur S&P 500, mais finalement, la baisse était quand même relativement modérée par rapport à la hausse phénoménale que nous avons vécue les derniers mois et les dernières années. Hein. En gros, tous les mois après le Covid. Et donc, cette réunion, c'était une surprise parce que finalement, ils ont monté de 75% de base. Donc ça, c'est vraiment les anticipations commençaient à apparaître parce qu'évidemment, il y en a tout le temps des fuites d'informations.
ces informations étaient une surprise vraiment quelques jours avant la réunion. Et donc, du coup, le marché a commencé à repricer cette nouvelle éventualité et surtout, il a commencé à pricer les hypothèses. Pourquoi tout à coup la Réserve fédérale elle a décidé de monter les taux encore plus fortement, encore plus agressivement que cela a été prévu. Parce que 0,5% ou bien 50 points de base, c'est déjà pas mal pour la hausse de taux sur une seule réunion. Et là, on a monté de 75 points de base et ça, c'est vraiment énorme. Quelles sont les raisons? Bah, évidemment, c'est l'inflation, mais il y a aussi, je pense, l'aspect politique, parce que n'oubliez pas que les midterms, c'est cette année, c'est pour cet automne que nous avons, que Joe Biden devra se réaffirmer politiquement. Ça va être compliqué pour lui parce que sa cote de popularité n'est pas importante. Et évidemment, l'inflation, ça ne l'arrange pas du tout. Et donc, du coup, forcément, il met la pression sur, un peu comme Donald Trump d'ailleurs. Vous savez, c'est rigolo parce que quand Donald Trump mettait la pression sur la banque centrale, c'était une catastrophe, tout le monde parlait, tous les journaux pro-démocrates, dont la plupart des journaux américains, disaient une seule chose, que voilà, Donald Trump, il dépasse largement son mandat, il met la pression sur la Banque centrale. Bon, c'est vrai qu'il le faisait de manière beaucoup plus ouverte que Joe Biden, et là, quand Joe Biden, il a fait une petite réunion discrète avec Jerome Powell, et Jerome Powell, tout à coup, il a changé d'avis, maintenant, il a monté des 75% de base, 75 points de base, pardon, et ça a fait une surprise. Mais je pense que ça ne ferait pas une telle surprise que c'était son discours. Son discours, il était aussi agressif. Donc non seulement il a monté plus que prévu, mais il a promis encore des hausses des taux assez conséquentes avant la fin de cette année. Et ça fait vraiment peur parce que il y a un certain journaux d'ailleurs ont employé cette expression. On a commencé à sentir la panique au sein de la Réserve fédérale et pas que, mais aussi au sein de la Banque centrale européenne. Voilà, et ça fait énormément peur parce qu'on ne sait plus trop où on va. Donc là, bon, je ne vais pas trop m'arrêter sur la Fed parce que bon, c'est assez clair. Donc ils ont monté 75% de base et encore plus de hausse. Mais la BCE, c'est vachement intéressant parce que la situation en Europe, elle est plus difficile qu'aux États-Unis. C'est vrai que l'euro, c'est la deuxième devise mondiale. Mais ce n'est pas la devise de réserve, la devise internationale comme c'est le cas pour le dollar. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, je vais passer rapidement vraiment sur le sujet, que depuis Bretton Woods, le dollar elle a une position vraiment dominante dans le monde entier. Et évidemment, les Américains peuvent se permettre de faire des choses que nous, en Europe, nous ne pouvons pas se permettre, même si l'euro reste la deuxième devise qui est très importante et très puissante. Et donc du coup, pour monter les taux en Europe, ce n'est pas aussi simple. Et donc du coup, la politique de Christine Lagarde me paraît logique, même si certains la critiquent en disant qu'il tarde à remonter les taux. La première raison pourquoi je trouve logique, parce que ce que j'ai déjà expliqué dans ma dernier Café Dimanche, je vous disais que, en fait, la hausse de taux ne va pas résoudre le problème de cette inflation, de la structure de l'inflation que nous vivons, parce que chaque crise inflationniste a sa propre structure. Donc la structure actuelle de l'inflation, pour moi, ne doit pas être adressée par la hausse de taux. Visiblement, Christine Lagarde partage cet avis, mais il y a un autre problème qui est bien plus grave, je trouve. Bon, les deux sont graves, c'est l'endettement des pays. Typiquement, les pays du Sud, notamment l'Italie, qui est toujours sur les radars, elle est restée tout le temps sur les radars, en fait. Vous savez, le fonctionnement des marchés de dette internationale, les marchés de dette souveraine, il est assez particulier. Donc, je vais essayer de vous expliquer le sujet complexe en quelques minutes avec des phrases simples. J'espère que je vais en réussir. C'est que, en gros, les marchés de dette, il y a différents niveaux. Le niveau souverain, c'est vraiment la dette la moins risquée, comme elle est vue en fait par les marchés financiers. Donc elle est moins risquée et le taux auquel s'échange la dette de la plus grande qualité, en fait, elle est considérée en dessous de taux sans risque. Vous savez, c'est un peu bizarre d'entendre ça, mais finalement, c'est assez logique parce qu'il y a énormément d'institutions internationales qui sont obligées d'acheter les obligations des États européens ou des États-Unis. En gros, c'est comme ça que fonctionne le système monétaire. Donc en fait, par exemple, quand la Fed, par exemple, elle annonce que je vais baisser le taux ou bien je vais monter le taux, en fait, ça ne va pas forcément dire qu'elle va faire ça. En fait, en réalité, tout ce qu'elle fait, elle commence à changer sa politique d'interventionnisme sur le marché de la dette. Donc en fait, la Fed, elle a intervenu toujours depuis tout le temps, donc pas uniquement pendant les crises, pas uniquement depuis la crise des subprimes, mais elle intervenait systématiquement sur le marché de dette par un processus qui s'appelle Open Market Operations. Vous pouvez regarder sur Google si ça vous intéresse plus en détail. Grosso modo, ce qu'elle fait sur ce marché, elle achète ou elle vend les obligations.
Bon, les obligations d'État, je vais prendre un exemple des États-Unis, mais c'est exactement pareil en Europe. Et donc, du coup, par exemple, quand elle veut baisser le taux, elle commence à acheter plus agressivement les obligations. Et quand elle veut monter les taux, elle vend les obligations. Donc, du coup, ça, vu que les volumes sont évidemment gigantesques de toutes les interventions des banques centrales, et la Fed également, parce que c'est une banque centrale. Et donc, du coup, cela veut dire quand il achète massivement les obligations, donc le taux baisse, parce que du coup, ça augmente la pression, on va dire, à l'achat, et les taux, donc les rendements de ces obligations baissent. Donc, du coup, ça, on va dire, ça injecte de l'argent dans le système, parce que la Fed, elle crée de l'argent dans le système économique, et elle prend sur son balance sur son bilan les obligations des États-Unis ou d'autres pays s'il s'agit de notre banque centrale. Voilà, donc pour la BCE, c'est ce qu'il faisait sur la dette des pays européens, et notamment l'Italie. Je vais vous prendre notamment l'Italie parce que c'est une dette problématique. Évidemment que l'état des finances publiques de l'Italie ne justifie pas les taux auxquels elle a emprunté pendant ces dernières années. Donc ça, je vous rappelle que c'était des taux en dessous d'1%. Il y avait des moments où c'était en dessous d'1%. Donc ça veut dire elle empruntait un euro moins cher que les États-Unis. Donc vous voyez, donc la décorrélation, il n'y a aucun sens logique dans ce marché de dette actuellement, pendant des années que c'était le cas. Et je vais citer M. Patrick Artus qui disait justement que c'est un marché 100% administré. Et moi je suis... bon, 100%, c'est pas exactement ce qu'il a dit. En fait, c'est un marché administré et c'est un marché où le chiffre de taux ne représente presque aucune valeur économique parce qu'on sait en avance que c'est la conséquence des programmes de quantitative easing, soi-disant des programmes, des interventions des banques centrales sur ces marchés. Et donc voilà, et c'est comme ça que ça tournait, en fait, le temps que la BCE était toujours derrière. Donc du coup, les institutions financières qui étaient obligées d'acheter la dette italienne, et elles continuaient de l'acheter. Donc grosso modo, il touchait un tout petit taux. Et c'était plus une opération, on va dire, purement financière interbancaire. Donc là, je ne veux pas trop rentrer en détail, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, ça je vous explique qu'il y a une grosse partie de cette demande pour les obligations qui était créée par des obligations internationales des banques par rapport aux commissions de Bâle, par rapport aux différents systèmes qui régulent le système bancaire en Europe. Et donc voilà, donc cette demande, cette offre et la demande, elle est énormément impactée par des différents phénomènes. Et aujourd'hui déjà, sachant que la demande pour la dette italienne, c'était uniquement par des institutions financières, parce que je n'imagine pas, vous savez, l'investisseur rationnel qui voudrait acheter la dette italienne en dessous de 1%. Vous imaginez, bon, imaginez-vous en fait, par exemple, même si vous êtes un gros hedge fund, quel intérêt vous pouvez voir dans l'achat d'une obligation italienne dans un pays qui est vraiment dans une situation pas catastrophique, je n'aime pas employer ce genre de mots, mais dans une situation très difficile de point de vue financier et qui vous verse pour la prise de ce risque seulement moins de 1%. Donc ça n'a aucun sens. Et donc évidemment, il n'y avait pas d'investissement privé dans cette dette-là. Donc il n'y avait que la BCE, grosso modo. Je simplifie en fait, je préfère de simplifier parce que comme ça, je ne veux pas rentrer dans une usine à gaz de la finance. Voilà, et donc en gros, c'est comme ça que ça tournait. Et maintenant, si la BCE elle abandonne son programme de quantitative easing, dans ce cas-là, elle ne va plus acheter, au moins elle va acheter moins de la dette italienne notamment. Et donc, qui va la racheter? Qui va combler en fait cet arrêt d'achat des obligations? Personne ne sait, parce qu'il n'y a pas des investisseurs sur ce marché-là, les investisseurs rationnels. Quand je dis investisseurs rationnels, ce n'est pas je ne suis pas en train de me moquer des autres, c'est tout simplement les investisseurs qui ne sont pas des institutions financières qui, à cause de différentes raisons, sont obligés de l'acheter. Donc du coup, ça crée un énorme problème, comme vous pouvez comprendre, parce que ça veut dire qu'il n'y aura personne qui voudra acheter cette dette, et ça crée évidemment le problème de liquidité. Le problème de liquidité qui commence à être déjà observé pas mal sur les marchés de la dette, on commence à en parler dans les médias. Et ça fait énormément peur, parce que si vous vous souvenez, mes diverses vidéos, je vais répéter tout le temps que le problème de liquidité sur la dette, ça va être le problème le plus important, et le temps qu'il n'y a pas de problème sur le marché de dette, on peut investir de manière assez pérenne. Et c'était également aussi la phrase qu'a dit Julien Flo, quand on a fait le premier interview avec lui, en fait, qui était intitulé justement Surveiller le taux long. Et je suis absolument d'accord avec lui, comme c'est souvent le cas, c'est que quand on suit le marché de dette, s'il n'y a pas de tension sur le marché de dette, certes, il peut y avoir des aléas boursiers, on peut avoir des hausses, on peut avoir des baisses, mais on ne va pas rentrer dans une crise très profonde. Aujourd'hui, il commence à y avoir des problèmes de liquidité. Pour l'instant, on ne peut pas encore parler d'une crise obligataire, mais
on s'y dirige, mes amis. C'est ça qui est très important. C'est peut-être une idée la plus importante que je voudrais vous faire passer dans cette vidéo de Café de Dimanche, c'est que on commence à avoir des problèmes sur l'obligataire. Et si on commence à avoir des problèmes sur l'obligataire, tous les autres marchés ne vont pas échapper. Parce que c'est, encore une fois, cette fois c'est ma phrase à moi, que c'est le fondement du système capitaliste. Donc soit on abandonne le système capitaliste, et ça ne va nous arranger pas non plus, et soit on devrait passer par une crise obligataire qui va le rendre efficient. Efficient, cela veut dire que les taux sur ce marché vont plus ou moins représenter l'offre et la demande. Et ça peut être catastrophique, vous pouvez vous imaginer, parce que la demande sur la dette des pays comme l'Italie, et pas que, il y a un certain d'autres pays qu'on ne va pas citer ici, qui peut être très très réduite au taux actuel. Peut-être au taux beaucoup plus élevé, elle sera plus présente. Par exemple, pour un taux de 15%, je pense qu'il y aura pas mal d'investisseurs qui vont vouloir acheter la dette italienne. Mais s'il y aura les 15% sur le 10 ans italien, vous pouvez imaginer quelle ampleur de crise nous allons vivre. Voilà, après, c'est vous que vous faites les conclusions. Moi, je pense que nous vivons quand même une période assez compliquée. Voilà, donc ça, c'est à suivre. C'est pour ça que je commence un petit peu à m'inquiéter. Donc, je vais progressivement passer sur la gestion de mon propre portefeuille. Donc, en gros, qu'est-ce que moi je fais? Comme je vous ai dit dans mes posts sur mindcash.fr, donc n'oubliez pas de le rejoindre. Et en like, s'il vous plaît, le temps que vous n'êtes pas parti. Moi, je continue à trader. En fait, j'ai toujours mon portefeuille bien rempli, parce que honnêtement, je ne m'attendais pas trop aux tensions obligataires en ce moment-là. Je m'attendais à ça, mais pas en cette année. Voilà, c'était ça un peu ma position. Mais en tout cas, je me plains pas parce que, grosso modo, j'ai plutôt bien tradé. Bon, moi, le trading était relativement simple. J'aimerais bien vous dire que je montais des stratégies super complexes, super intelligentes, mais finalement, tout simplement, je shortais les marchés. J'ai shorté les marchés avec des options put et les positions que j'ai publiées sur Option Invest, le club dont le lien vous pouvez trouver à la description de cette vidéo. Je n'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ce club, tout simplement aujourd'hui, parce que certaines stratégies que j'utilise dans le cadre d'investissement via les options, avec des revenus passifs, etc., pour l'instant, je trouve que c'est un peu risqué de le faire parce qu'on n'a pas fini la baisse. Pour moi, on a encore un gros potentiel de la baisse sur le marché S&P 500. Quand je parle encore une fois des S&P 500, forcément, ça va se répercuter sur d'autres marchés, CAC 40 si vous voulez, donc on ne va pas échapper. Donc pour moi, la situation reste extrêmement fragile parce que on peut dire que certaines actions deviennent intéressantes après la baisse, mais le fait que les taux seront montés plus que prévu, en fait, ça change le contexte général. Ah, voilà, la cigale qui revient. Je ne sais pas si vous l'entendez. J'espère que vous n'entendez pas trop. Voilà, parce qu'ils sont très bruyants. Voilà, et donc du coup, cela veut dire que cette hausse de taux, elle a changé complètement la donne sur les marchés financiers. Et donc, on n'utilise plus les mêmes paramètres du pricing, notamment pour les entreprises technologiques. Parce qu'évidemment, maintenant, quand les taux sont plus élevés, les investisseurs, ils veulent plus de retour d'investissement. Donc forcément, ça impacte les valorisations des différentes entreprises, surtout les entreprises de catégorie C et catégorie D. En fait, dans mes précédentes vidéos, je vous disais que en cas d'une rechute sur les 3400, 3500 sur S&P 500, qui est pour moi vraiment, pour l'instant, c'est un support, et techniquement, c'est le cas. Là, je vous ai déjà montré, notamment sur mon blog, je montre souvent mon modèle technique qui marche déjà depuis 3 mois, donc ça c'est très bien. Pour moi, les 3400, 3500, ça ce sont des niveaux où on peut s'attendre à un rebond probable, et c'est là où je vais peut-être trader long sur les marchés. Mais pour le moment, je continue à shorter. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais assez content cette semaine parce que j'ai fini finalement in the money sur mon gros put à 4000 S&P. Donc là, on a fini à 3007 quand je l'ai fait. Je l'ai revendu, en fait, je ne l'ai pas expiré. Et maintenant, j'ai roulé avec l'argent que je touchais, un petit peu moins, donc j'ai quand même concrétisé un certain gain. J'ai roulé sur l'échéance du septembre. Et maintenant, j'ai pas mal de gains déjà par rapport à cette position roulée. Donc c'est plutôt bien passé. Donc la stratégie est toute stupide. En fait, j'achète tout simplement les puts. Parfois, j'achète un escalier et des puts, mais maintenant, je fais même plus cela parce que je pense que si ça continue comme ça et si la BCE ne nous présente pas des solutions pour gérer une crise potentielle obligataire, dans ce cas-là, la baisse, d'ailleurs surtout en Europe, va continuer et elle risque de s'accélérer. Voilà, donc c'est pas très optimiste le message que je suis en train de faire passer aujourd'hui, mais parce que mes amis, il n'y a pas énormément de raisons pour l'optimisme, malgré le temps, c'est peut-être que ça.
Donc forcément, il faut être un petit peu mettre sa casquette trader et essayer de profiter des mouvements plus court-termistes des marchés. Après, c'est à vous de voir. Genre, moi, j'ai fait un choix de préserver certaines positions, bon, beaucoup de positions. En fait, si vous regardez les lignes de mon portefeuille, vous allez les voir bientôt sur la chaîne sur mindthecash.fr. Il y a beaucoup de lignes. Certaines lignes sont en forte perte, mais il faut faire attention le poids de chacune de ces lignes dans mon portefeuille parce que je commence à acheter les lignes, comment dire, poursuivre, comme disent certains. C'est que, en gros, j'achète une toute petite portion pour déjà voir comment ça se passe. Mais je suis de loin n'est pas complet sur mon positionnement par rapport à ces valeurs. En fait, j'ai peut-être une dizaine de valeurs de fonds de portefeuille que dont j'ai grosse position. Sauf Meta, elles n'ont pas tellement baissé. Donc du coup, je ne peux pas dire que mon portefeuille a souffert tant que ça. Et pour le reste, en fait, ça c'est des peanuts en fait, que j'achète un tout petit peu et je vais les renforcer forcément quand moi je veux penser que la crise arrive à son plus bas. Évidemment, je vais vous enregistrer des vidéos, comme je fais d'habitude pendant les baisses. Je fais des vidéos qui sont consacrées aux opportunités du moment. Et comme vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas fait cette fois la vidéo, une des raisons c'est mon déménagement, qui est toujours un peu en cours, qui ne me laisse pas énormément de temps, mais aussi une des principales raisons pour cela, c'est que je ne trouve pas que c'est le moment d'acheter, pour être honnête. Bon, après à voir, donc c'est facile pour moi à dire parce que je suis déjà exposé, donc si maintenant je me trompe et les marchés repartent à la hausse, je vais être très content. Mais fondamentalement, dans le contexte actuel, je ne pense pas comment on peut monter. Je pense que soit le paradigme des marchés change en faveur des actions. Pourquoi je pense que ça va être en faveur des actions? Parce que je ne vois pas d'autres alternatives. Vous savez, c'est marrant parce qu'on dit toujours dans les livres qu'investir dans les obligations, c'est toujours moins risqué que d'investir sur les actions. Et ça peut changer à mon avis. Franchement, ça peut changer parce qu'on voit déjà dans les faits que certaines entreprises performent beaucoup mieux que les États, même qui sont considérés comme les meilleurs emprunteurs. Et par exemple, typiquement, moi, je suis beaucoup plus, comment vous dire, tranquille biche, d'investir dans une action Microsoft que d'investir dans une dette italienne. Moi, personnellement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est assez évident que l'avenir de Microsoft me paraît plus évident que l'avenir de la finance publique italienne, et pas que l'italienne, malheureusement. Donc voilà, on a des arènes juste à côté, il y a une grande fête des taureaux ce week-end, donc là, j'espère que je vais pouvoir y aller ce soir. C'est juste pour vous partager un petit peu mon expérience de vie dans le sud de la France. D'ailleurs, je vous rappelle que maintenant, j'ai mon Instagram où je publie pas mal de choses sur ma vie en Provence, parce que je suis nouveau dans le sud de la France, dans les Alpes. Donc voilà, si ça vous intéresse ce sujet, vous pouvez me rejoindre sur l'Instagram, donc pour voir un petit peu, garder plus de contacts, plus personnel, plus privé. Voilà. Et si je reviens sur la finance, donc du coup voilà, c'est la situation pour moi dans mon portefeuille, elle n'est pas catastrophique, mais bon, de loin de là, donc évidemment je suis en perte. Aujourd'hui, le début de l'année, je vais être très honnête avec vous, évidemment je suis en perte comme beaucoup de personnes. Certains qui sont cash ou ceux qui sont short depuis le début de l'année, bravo. Je n'étais pas aussi bon que vous, mais dans tous les cas, dans ma gestion de portefeuille, j'ai un principe que je suis toujours exposé. Je suis toujours exposé à un certain montant, une certaine partie de mon portefeuille. Je pense que je suis plutôt bien géré parce que j'étais exposé sur des valeurs dont je fais confiance. Par exemple, typiquement Meta, c'est un meilleur exemple. Je trouve que c'est une des meilleures sociétés en termes de rentabilité, en termes de perspectives futures. Il faut être patient, c'est sûr, mais l'avantage aussi, un autre avantage que j'investis l'argent long, l'argent avec lequel je suis prêt d'attendre. Ce n'est pas l'argent que je vais avoir besoin l'année prochaine. Ce n'est pas l'argent qui est réservé pour un projet quelconque. C'est l'argent qui est investi pour devenir propriétaire des entreprises. J'attends tranquille. Et, franchement, les cours des entreprises comme Meta, comme Google, que j'ai dans le portefeuille, et Amazon, donc les GAFAM, plus certaines pharma, plus Total, que vous aimez bien, apparemment selon les discussions de la chaîne Telegram. Toutes ces positions-là, pour l'instant, je ne bouge pas, je reste tranquille, et je regarde, je ne suis même pas vraiment les cours. Donc si Total, elle monte, Meta, elle baisse, mais je m'en fiche, même si ça serait l'inverse, ça me ferait les mêmes émotions que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ça par rapport à mon portefeuille. Ensuite, pour l'avenir, je pense que la semaine prochaine, bon, je n'aime pas faire de pronostics à court terme, ça fait un petit peu jouer en boule de cristal. Peut-être on aura un rebond, mais ça sera un rebond très fragile parce que je vois chaque fois les marchés, je vois qu'ils tentent le rebond. Je pense que la puissance de ce rebond, elle est en train de s'évaporer
parce que vraiment les justificatifs fondamentaux ne sont pas là. Et pour moi, l'analyse technique, tout ça, ça c'est très bien, mais pour rebondir, il faut avoir une bonne nouvelle fondamentale, même court terme, même légère. Il faut quelque chose à mettre ou à croquer. Mais aujourd'hui, on n'a rien du tout. On n'a que de mauvaises nouvelles qui tombent. En fait, les CPI, les statistiques de l'inflation que tout le monde regarde, on a oublié quasiment tout le reste. La guerre en Ukraine, ça ne s'améliore pas. En fait, la crise alimentaire, ça s'aggrave. Bon, après, Poutine, il promet des choses, ouvrir les ports, etc. Personne ne lui croit, donc je pense qu'ils ont raison. Et puis, donc du coup, ça va. Il n'y a pas de lumière au fond du tunnel pour moi sur pas mal de sujets. Et ça peut mener vers vraiment une correction très profonde. Je pense que, encore une fois, je vais me répéter un petit peu que jusqu'à 3400, 3500, on peut être tranquille. Donc on s'offrira certainement un petit rebond. C'est là-dessus que je vais jouer. Pour les membres de Option Invest, vous allez tout savoir parce que je vais monter les stratégies un tout petit peu plus complexes. Et du coup, pour justement jouer ce rebond de court terme. Voilà, ça c'est mon positionnement actuel sur les marchés financiers. Par contre, il y a un autre endroit d'où pourrait venir une bonne nouvelle, tellement attendue, c'est la BCE. Parce que Christine Lagarde, elle a parlé aussi cette semaine, donc il y a eu une réunion surprise, encore une fois, vous voyez, il y a vraiment un sentiment de panique parce qu'il y avait une hausse des taux en panique aux États-Unis et une réunion surprise de la BCE. Et Christine Lagarde, elle parle d'un outil surprise pour gérer le marché obligataire européen. D'ailleurs, je vous ai dit, je crois, je vous en avais parlé il y a quelques mois, et j'ai employé exactement le même mot, qu'à moins que la BCE trouve un nouveau outil financier, avant c'était les QI, maintenant peut-être que ce sera une autre chose, peut-être que Christine Lagarde sera comme ancien Ben Bernanke qui a inventé les QI, bon inventé, je ne sais pas s'il a vraiment inventé, mais en tout cas il les a employés largement. Peut-être que Christine Lagarde sera une prochaine banquière centrale qui va nous proposer un autre mécanisme, peut-être mieux, peut-être pire, pour gérer et éviter la crise obligataire en Europe. Voilà, donc on attend, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il nous propose comme solution. Et ça peut être une bonne nouvelle, ainsi qu'une mauvaise nouvelle. Ça dépend de ce qu'il va nous dire. Voilà, je vais quand même passer vite fait sur le marché de crypto-monnaie. Ce n'est pas un sujet principal de ma vidéo. J'ai un petit peu de crypto-monnaie, un petit peu de tout. Principalement, j'ai été exposé sur les cryptos de Metaverse. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Je continue à m'intéresser. Mais la somme que j'ai investie, elle est relativement limitée, pour être honnête. Donc, je ne vais même pas vous cacher, c'est juste quelques milliers d'euros que j'ai investis dans tout le marché de crypto, notamment en Bitcoin. Donc, mes actifs en crypto-monnaie ne sont pas gigantesques. Donc, je vais vous donner quand même mon avis. C'est encore la même chose. En fait, je vous disais dès l'apparition dans les médias publics de Bitcoin, je vous disais pas que c'est du pipeau. Je vous disais que c'est un petit marché avec une petite profondeur de marché. Quand il y a des quantitative easing, quand il y a beaucoup d'argent facile, il faut l'investir quelque part. On a déjà investi dans le marché oblig. Il y a une bulle, il y a une énorme bulle de marché obligataire suite au phénomène que je viens de vous expliquer. Ensuite, on a eu des bulles sur les marchés d'actions, une hausse pendant 10 ans sans arrêt, sauf une petite erreur de parcours en 2018. Ensuite, on s'est débordé sur les marchés de l'or, sur les marchés de commodities, de tout. On a cassé complètement tous les modèles. Et évidemment, quand l'argent déborde comme ça, dans ce cas-là, on commence à chercher d'autres véhicules d'investissement. On a trouvé les cryptos. Il faut un tout petit montant pour faire exploser les cours parce qu'encore une fois, la profondeur de marché, la liquidité, elle est petite. Et donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. Il suffit quelques hedge funds pour que le marché explose. Il a explosé. Et maintenant, quand la liquidité part, comme disait Warren Buffett, on voit qu'il se baignait sans culotte. Et voilà, on le voit. Donc toutes les liquidités s'en vont et donc personne ne veut des cryptos. Bientôt, on va entendre les gens dire que c'est une grosse arnaque. Ce n'est pas une arnaque. Une arnaque, elle est dans la tête en fait. Mais pourquoi vous avez investi, je ne sais pas, 60 000 $, ça, vous devez demander à vous-même seulement. Le problème aussi des cryptos, qu'il n'y a pas de modèle de valorisation. Même certains, ils parlent d'un innovateur, mais je ne pense pas qu'ils les maîtrisent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de fondamentaux réellement. En fait. Et les fondamentaux, on peut les inventer dans le nombre de transactions, mais ça c'est du pipeau. Si vous valorisez de telle manière des crypto-monnaies, ils vont valoir que dalle. Parce qu'il n'y a pas énormément de transactions sur Bitcoin, sur Ripple, sur tout ce que vous voulez. Après, je pense que je vois un tout petit peu de fondamentaux dans l'Ethereum, parce que c'est vrai qu'il est fait animer des systèmes, des applications intelligentes qui vont faire partie de l'avenir, selon moi, encore une fois. Tout ce que je vous dis, c'est selon mon opinion personnelle. Ici, on peut trouver le fondamental, mais c'est un fondamental qui est impossible de chiffrer. Par exemple, pourquoi, par exemple, Ethereum pourrait
coûter 1500 ou 2000 $. Pourquoi il ne coûterait pas 1 $ ou 2 $? On peut le justifier aussi de même manière, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a une certaine valeur, mais on peut pas estimer quelle est cette valeur. Donc du coup, la chute et la hausse peuvent être absolument absurdes. Et donc aujourd'hui, nous vivons tout simplement la conséquence de manque de liquidité, parce que maintenant les fonds commencent à récupérer l'argent sur tous les actifs à risque. Les cryptos sont en première place pour se replacer sur les marchés plus traditionnels, là où ils peuvent contrôler plus facilement leur position et notamment contrôler la liquidité de leur portefeuille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un like avant de partir, s'il vous plaît, c'est super important. Partagez cette vidéo à vos amis pour que notre communauté grandisse. Et je vous invite à rejoindre la chaîne Mind Your Cash, comme d'habitude, et le site mindyourcash.fr pour me suivre tous les jours. Allez, bon dimanche et profitez bien du soleil. Bye bye.